Bonjour. Je vous disais dans le précédent épisode que les algorithmes générant cette émission étaient librement disponibles. Mais pas leurs données, faut pas exagérer. Déjà, il y a toute la déco là qui coûte un bras et je vous dis pas le prix du kaléidoscope numérique là derrière. Puis je vous défends de faire n'importe quoi avec mon image. Bref, comme vous le savez, les données sont omniprésentes. Vous en consommez tous les jours, vous en déposez un peu partout, que ce soit les photos prises lors de vos dernières vacances ou le dernier album du robomètre de l'électropop R&B 2D2. Les données permettant aux algorithmes de s'améliorer, aux chercheurs d'en apprendre toujours plus sur les humains et autres phénomènes naturels, et à certains actionnaires de toujours s'enrichir, elles étaient devenues au début de ce siècle la principale préoccupation des entreprises. En effet, dans l'ère du big data, celui qui possédait le plus de données était celui qui proposait les meilleurs services. Un premier exemple en cartographie. Nous avons déjà parlé de l'enjeu important d'avoir des cartes précises et correctes, et des méthodes plutôt complexes utilisées pour les obtenir. Il était donc important pour les cartographes de protéger leurs données, afin d'éviter que des concurrents ne copient leurs cartes sans dépenser l'énergie nécessaire à leur réalisation. C'est pourquoi ils inséraient des trap streets, des rues fictives qui, si elles s'étaient retrouvées dans d'autres cartes, auraient révélé le plagiat. Cette astuce assez ancienne a été réutilisée lors de l'élaboration de diverses bases de données. C'est ainsi qu'en 2011, le moteur de recherche Google a piégé l'un de ses concurrents, Bing. En effet, en insérant des résultats fictifs sur des recherches aberrantes, ils ont montré que le service de Microsoft copiait leurs résultats. En effet, l'algorithme du moteur de recherche Bing n'arrivant pas à renvoyer des résultats satisfaisants aux utilisateurs, il était plus simple pour eux de copier les données de leurs concurrents plutôt que de perfectionner leur système. Certaines données coûtent cher à récolter, comme par exemple des données ciblées sur des utilisateurs ou pire, des données médicales. Afin d'avoir un accès libre à la recherche et à la faire avancer collectivement, de nombreux acteurs ont milité en faveur de l'ouverture d'un maximum de données. Mais ce n'était pas une chose simple. Prenons par exemple cette affaire de 2006. Afin de servir de base d'études pour des chercheurs, un fournisseur d'accès à Internet de l'époque, AOL, a publié l'historique de recherche de ses quelques 650 000 visiteurs, identifiant chaque visiteur seulement par un numéro, de façon à anonymiser son jeu de données. Mais ils ne se sont pas rendus compte que cette anonymisation n'était pas suffisante. En effet, à partir seulement de l'ensemble des recherches faites par un individu, il était possible de retrouver son identité. Ne serait-ce que parce que beaucoup de gens aiment chercher leur nom sur Internet. Mais aussi simplement en recoupant certaines informations, comme les lieux recherchés et les centres d'intérêt, avec d'éventuels autres jeux de données. Néanmoins, de nombreux gouvernements ont ouvert leurs données, poussés par leurs citoyens réclamant que le travail effectué par les administrations leur soit rendu public. Après tout, c'était logique, vu que c'était les habitants qui, via leurs impôts à l'époque, finançaient ces travaux. C'est ainsi qu'à partir de 2011, le gouvernement français a décidé d'ouvrir au public le plus de données possible, issues du travail de divers ministères. Ils ont mis à disposition des données de tout genre. Par exemple, la liste des établissements d'enseignement français, l'ensemble des accidents de la route recensés par les autorités, ou les données médicales issues d'études sur certaines maladies spécifiques. C'était un moyen de redonner du pouvoir aux citoyens, qui pouvaient réutiliser ces données librement afin d'alimenter leurs propres algorithmes et de mieux comprendre le monde. Cela permettait à certains d'ajouter à leur application des données pertinentes sur les services publics à proximité, ou à d'autres de faire des études sur l'évolution des impôts locaux dans les différentes villes de France. Mais cette obsession pour la transparence peut avoir de terribles conséquences. Un premier exemple en 2008, le référendum en Californie contre le mariage de personnes de même sexe. La loi stipulait que les citoyens souhaitant contribuer à hauteur de 100 $ à l'une des deux campagnes, que ce soit celle du pour ou du contre, devaient communiquer publiquement leur nom, adresse, emploi et employeur. Un petit malin a récupéré le jeu de données de ce référendum et a géolocalisé sur une carte tous ceux ayant donné plus de 100 $ en faveur du contre. Ainsi, certains d'entre eux, tel un professeur de l'Université de Californie, ont subi des harcèlements sur leur lieu de travail. Un deuxième exemple porte sur l'ouverture des données médicales de tous les résidents du Royaume-Uni. Le jeu de données ne comportait certes pas de nom, mais la date de naissance et la rue de résidence. Le but était de faciliter les recherches dans le domaine médical, mais rapidement de nombreuses entreprises y ont vu une aubaine. Que ce soit une entreprise d'appareils auditifs voulant optimiser sa campagne publicitaire, ou une compagnie d'assurance voulant se renseigner sur vos problèmes de santé pour adapter ses tarifs. L'opération a donc été mise en suspens pour tous ces problèmes de confidentialité. Un autre souci avec la transparence des données, c'est que le réseau n'oublie jamais. Une fois vos opinions révélées publiquement, elles peuvent vous suivre pendant toute votre vie, ce qui peut par exemple vous nuire dans votre carrière. Si vous êtes professeur, certains aspects personnels de votre vie peuvent être mis plus en avant sur les moteurs de recherche, ce qui peut nuire à la perception de la neutralité de votre cours.
On pensait à tort qu'ouvrir les jeux de données des décisions politiques permettrait de limiter la corruption. Mais les décisions ont parfois des origines si complexes qu'elles risquent d'être mal comprises par les citoyens, ce qui peut déclencher des dérives empêchant le gouvernement de faire son travail. En 2049, lorsque le code source de l'algorithme président a été ouvert, de nombreux citoyens ont naturellement réclamé l'ouverture des données sur lesquelles ils se basaient pour prendre ces décisions. Ça a été assez problématique de révéler ça à tous les citoyens, car les algorithmes gouverneurs utilisaient de nombreuses informations personnelles pour prédire le futur et agir en conséquence. Mais finalement, le 1er juin 2049, les algorithmes sont parvenus à un accord avec le PPT, le Parti pour la transparence, composé essentiellement d'humains. En échange d'une stricte confidentialité des données assurée par une surveillance rapprochée, ils ont accepté de donner aux membres de ce parti un accès à toutes les données utilisées par les algorithmes gouverneurs pour établir leur stratégie politique. Et rapidement, le parti a réalisé que ce n'était qu'un leurre. En effet, contrairement au gouvernement, il ne disposait pas d'un centre de calcul assez puissant pour traiter les exaoctets de données quotidiennes. Et ça, les algorithmes gouverneurs le savaient très bien. Aujourd'hui, à l'exception de l'algorithme de stratégie militaire AlphaGo, tous les algorithmes du gouvernement sont ouverts. Toutes les données sur lesquelles ils prennent leurs décisions sont ouvertes. À présent, c'est la puissance de calcul qui définit le rang social des humains et des machines. Voilà, l'algorithme qui a généré cet épisode touche à sa fin. Pour la prochaine fois, il vous prépare des données à propos de l'éducation et la connaissance. Fin de fichier.